En ce début de semaine, les spécialistes des questions militaires sont réunis à Brest pour la 10e université de la Défense. L'armée et particulièrement la marine tiennent un rôle important dans le département. Alors quelles sont les perspectives de développement dans un contexte de réduction des dépenses? On en parle tout de suite avec Vincent Groiselot. Bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes rédacteur en chef du site spécialisé mer et marine. Alors quelle orientation va prendre donc la défense dans les prochaines années? Il y a un livre blanc qui est en préparation. C'est un peu le cahier pour prévoir un peu ce qui va se passer dans les prochaines années en matière de défense. Oui, c'est ça, et c'est pour ça aussi que c'est très important que ces universités d'été de la défense soient à Brest. Pourquoi? Parce que le dernier livre blanc sur la défense avait été écrit en 2008, et depuis, le contexte géostratégique a bougé. Et notamment, on s'est rendu compte de l'importance du maritime, des enjeux maritimes, de la protection des espaces maritimes. Et justement, ce matin, on était beaucoup question justement de toutes ces richesses que la mer pouvait apporter à la France, qui a le deuxième espace maritime mondial. 11 millions de kilomètres carrés, c'est 20 fois la France terrestre. C'est ça, 20 fois la France terrestre, un pays donc finalement la France qui est non seulement européenne mais qui est aussi dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans les Antilles, voilà un peu partout dans le monde, avec des richesses potentielles énormes. Des richesses en termes d'hydrocarbures avec la Guyane, on l'a vu, en termes de gaz, mais aussi avec l'extraction de minerais dans les années à venir. Et au moment où il y a une raréfaction des matières premières, ces richesses-là, il va falloir les développer et il va falloir les protéger. Alors Vincent, est-ce que ça veut dire que la marine est exempte de coupe sombre dans le prochain livre blanc? Est-ce qu'elle va en sortir indemne? Probablement pas, malheureusement, parce que les dépenses publiques sont ce qu'elles sont, et dans une période de crise avec des nécessités de réduction budgétaire, tout le monde va devoir participer. Mais par contre, il est souhaitable que la marine, aujourd'hui, qui a fait énormément d'efforts, je rappelle quand même que ses effectifs ont été quasiment diminués de moitié depuis 1994, alors que les enjeux n'ont jamais été aussi importants, les missions jamais aussi importantes, on peut espérer que cette marine, elle maintienne quand même son niveau. En tout cas, il se dit dans le milieu que le format aujourd'hui de la marine est le strict nécessaire, le strict suffisant. Si on va en dessous, on le peut, mais à ce moment-là, ça sera une décision politique et le politique devra prendre ses responsabilités en disant, là, oui, je décide de faire moins de frégates, moins de sous-marins, mais par contre, je décide d'abandonner tel type de mission. Alors justement, aujourd'hui, on parle de plusieurs programmes. Il y a le programme FREMM, les frégates multimissions. Certaines sont en construction à Brest d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce programme? Alors c'est un programme qui porte sur 11 frégates, qui vise à remplacer la quasi-totalité des frégates de premier rang de la Marine nationale. Un programme qui est très lourd. Les bâtiments sont construits à Lorient, mais les premiers, il est vrai, ont eu des blocs qui ont été assemblés à Brest. Et les deux premières seront basées à Brest, puisque la mission principale de ces bâtiments, c'est la protection des sous-marins nucléaires qui sont basés à l'île Longue. Mais comme ce sont des bâtiments multimissions, ils peuvent aussi servir à tout, de la lutte anti-navire, de l'action contre la terre. Par exemple, en Libye, on aurait pu s'en servir si elles avaient été disponibles, de la lutte contre la piraterie, contre le narcotrafic. Voilà, c'est des bateaux avec lesquels on peut faire. Le programme a quand même fondu. Au départ, c'était 20, après c'était... C'était plus de 20, c'est descendu à 17, et avec le dernier livre blanc, c'est descendu malheureusement à 11 seulement, ce qui est vraiment à peine suffisant pour remplacer les frégates actuelles. Et vous qui suivez ces universités, dans les spécialistes présents ici, est-ce qu'on sait, on sent qu'il va y avoir encore des réductions sur ce programme ou pas? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'État prendra la responsabilité d'aller en deçà. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des raisons économiques. On ne peut pas non plus descendre un programme de manière trop importante parce qu'après vous allez payer aussi des pénalités. Il y a des contrats quand même, donc si vous ne commandez pas tout, vous allez payer des pénalités. Que derrière aussi, c'est un bassin industriel qu'il faut faire vivre, donc vous ne pouvez pas déstabiliser des CNS avec un plan de charge comme ça, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je pense que ce programme va être préservé, ça me paraît relativement évident, surtout compte tenu des enjeux. Et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a des élus, notamment bretons, qui connaissent parfaitement ces affaires, parfaitement ces enjeux maritimes et qui, je pense, auront évidemment à cœur de conserver ça parce qu'ils connaissent justement l'intérêt, l'enjeu de ces bateaux. Vincent, toute dernière question, un deuxième porte-avions, c'est complètement exclu aujourd'hui? Oui, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Alors c'est extrêmement dommage parce qu'un porte-avions, finalement, 3 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on en dépense 5 chaque année, l'équivalent de 5 porte-avions chaque année en crédit d'équipement. Donc je pense que réparti sur 7 ans, ce n'était pas une dépense folle pour l'armée française. Mais le problème, c'est que c'est un objet qui est très symbolique, très médiatique. Donc il faut vraiment un courage politique très important pour commander ce bateau. Ça n'a pas été fait avec Nicolas Sarkozy en 2008, ça ne sera pas fait là. Et puis Charles de Gaulle, lui, commence à vieillir. Et donc si on lance une construction maintenant et que le nouveau bateau arrive dans une dizaine d'années, on aura deux bâtiments qui seront technologiquement quand même pas les mêmes, ce ne sera pas les mêmes plateformes. Donc je pense qu'il y aura des études qui seront lancées probablement dans la prochaine loi de programmation militaire, mais là plutôt pour envisager la succession du Charles de Gaulle à la fin de la prochaine décennie.
Donc pour résumer, plutôt confiant sur l'impact économique que la marine peut encore avoir sur la Pointe-Bretagne, on peut être confiant? Oui, mais bien sûr, surtout qu'encore une fois, ces enjeux maritimes au sens large, il ne faut pas oublier que la mer en France, c'est 300 000 emplois et c'est un potentiel économique énorme avec notamment les énergies marines renouvelables sur lesquelles Brest et la Bretagne sont vraiment en pointe, les hydroliennes, les éoliennes offshore, l'énergie thermique des mers, l'énergie houlomotrice, il y a énormément de choses à faire. Demain, l'extraction et on a la chance en France d'avoir énormément d'atouts dans ce domaine, donc oui, je suis confiant. Évidemment, la marine, elle, est censée protéger tout ça et donc évidemment, elle a sa place.